avons une soirée consacrée à la présentation de mon ouvrage sur l'Arabie Saoudite, paru donc la semaine dernière. Et je remercie, je commence à remercier, non, je vais d'ailleurs commencer par vous dire que je parle en mon nom propre et non celui du ministère des Affaires étrangères auquel j'appartiens. Et maintenant, donc, je remercie l'IRIS et les éditions Erol de m'avoir fait confiance pour la publication d'un livre sur l'Arabie Saoudite qui n'est pas totalement à charge. Et donc, c'est très courageux de leur part parce que, comme vous le savez, sans doute, l'Arabie Saoudite, c'est les méchants. C'est toujours pratique d'avoir des méchants quelque part parce qu'évidemment, si eux, c'est les méchants, nous, c'est les bons. Donc, on a généralement une Arabie Saoudite qui est brocardée un petit peu partout. Je pense que ceux qui aiment le manichéisme seront déçus parce que moi, c'est ni les bons ni les méchants. Donc, on verra avec nos orateurs ce soir. Je pense que sur les différents volets de l'actualité saoudienne, c'est comme ça qu'il faut décrypter un pays méconnu. Donc, nous aurons successivement comme orateur François Toisy, qui est cofondateur du Cercle de réflexion Cap MENA et qui est coprésident du conseil d'entreprise France-Arabie Saoudite et du MEDEF, qui nous entretiendra d'économie, puis Fatiha Dazieni, qui est à la fondation, à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM, spécialiste du Golfe et du Moyen-Orient, bien connu, et donc auteur notamment d'un livre sur l'Arabie Saoudite. Et pour les questions de relations extérieures, c'est Anne Gadel qui conclura. Anne est à la Fondation Jean Jaurès à Paris, donc, qui est dotée d'un observatoire sur l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Voilà, et bien sûr, la salle aura la parole, ainsi que les assistants sur le net. Donc, nous commençons par l'économie, si tu veux bien, François. Excusez-moi. Bonsoir à tous. Je suis ravi d'être parmi vous ce soir. Merci beaucoup, Louis, pour ton invitation. Je suis particulièrement aussi heureux d'être là pour parler d'Arabie Saoudite et surtout autour de ton livre. Louis, c'est pour moi avant tout un très grand expert de l'Arabie Saoudite, quelqu'un qu'on regrette beaucoup aussi en Arabie Saoudite depuis son départ il y a quelques années. C'est un très fin connaisseur de ce pays et notamment de l'Arabie Saoudite profonde. Et je vous invite à tous lire son livre, même ses livres, parce qu'il a beaucoup écrit. Et c'est vraiment, vraiment, je dois dire que c'est un des meilleurs experts de l'Arabie Saoudite aujourd'hui. Donc moi, je vais essentiellement vous parler d'économie. Et notamment du plan de transformation de l'Arabie Saoudite, Vision 2030, qui est ce plan qu'a lancé le prince héritier, qu'a lancé à l'époque, il n'était pas encore prince héritier, il était numéro 3 au sein du pouvoir saoudien, mais il a très tôt pris en charge les affaires économiques et il a lancé cet ambitieux plan en 2015. Il faut savoir qu'à l'époque, l'Arabie Saoudite était confrontée à un déficit budgétaire très important, 20%. Elle voyait ses réserves de change s'éroder de 750 milliards de dollars à 500 milliards de dollars. Et ça a été un véritable électrochoc pour la nouvelle équipe au pouvoir qui a compris très tôt que l'Arabie Saoudite était à la croisée des chemins et que la bureaucratie, les conservatismes, la gouvernance était un frein aux réformes. Donc, il faut quand même reconnaître que Mohamed Ben Salman a su anticiper sur cette situation. Il a lancé ce vaste plan très ambitieux de transformation totale du royaume, notamment au niveau économique. Alors, l'objectif, bien sûr, de ce plan de transformation, c'est
de réussir la diversification économique de l'Arabie saoudite, de préparer l'Arabie saoudite à l'après-pétrole. Alors, c'est vrai que nous avons tous été surpris par les ambitions de ce plan. L'objectif était clairement de faire de l'Arabie saoudite une puissance très importante. L'objectif était de permettre à l'Arabie saoudite de doubler son PIB à l'horizon 2030 et que les revenus de ces nouveaux secteurs de croissance dont il allait lancer allaient doubler ceux du pétrole. Et donc avec un objectif clairement affiché de faire de l'Arabie saoudite une puissance aussi forte, voire équivalente à la Corée du Sud. Donc, Mohamed Ben Salman a ce plan s'articuler autour de plusieurs axes. Comme tous les pays du Golfe, comme vous le savez, ils ont tous un peu eu la même stratégie dans le cadre de leur diversification économique. Il s'agissait pour la plupart de ces pays à chaque fois, le Qatar l'avait fait, les Émirats, le Koweït, les stratégies sont un peu similaires, mais ça a été puissance 10 en Arabie saoudite, à savoir que profiter de la situation géographique, entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie, pour permettre à l'Arabie saoudite de se positionner clairement en hub incontournable dans un certain nombre d'industries, lancer des nouvelles activités sur ce positionnement de hub, notamment le tourisme, la logistique et toutes ces activités de divertissement et de tourisme que MBS va promouvoir. Et c'est aussi maîtriser l'amont et l'aval du secteur pétrolier et gazier, qui a été aussi un chantier très important pour le Royaume. Et on l'a vu à travers, bien sûr, la pétrochimie, mais ensuite les énergies renouvelables. Et aujourd'hui, on voit le grand chantier de l'hydrogène, où l'Arabie saoudite essaie clairement de se positionner comme le leader mondial de l'hydrogène. Alors, et bien sûr, pour accompagner cette évolution très importante du Royaume, s'appuyer sur le fonds souverain, le Public Investment Fund, qui est un fonds souverain extrêmement important en Arabie saoudite, qui a de très grandes ambitions. Et l'objectif clairement affiché des autorités saoudiennes, c'est que le Public Investment Fund puisse devenir en 2030 le plus grand fonds souverain du monde. Alors l'ambition, c'est 2000 milliards de dollars et en 2025, est-ce qu'il dépasse le trillion. Donc c'est très ambitieux. L'objectif, bien sûr, comment alimenter ce fonds souverain, c'est à travers les privatisations, bien sûr. Donc, un certain nombre de privatisations sont en cours. On a beaucoup parlé d'Aramco, mais il y en a d'autres. On a vu celle de Sabic récemment, il y a 2 ans, qui a été un premier succès pour l'Arabie saoudite. Il y en a d'autres aujourd'hui qui sont en cours de lancement. Et il y a bien sûr aussi pour l'Arabie saoudite le développement de ces champions nationaux où le Public Investment Fund est actionnaire. Et donc, ça permet surtout à l'Arabie saoudite, bien sûr, de partir à la conquête de nombreux marchés. Nous avons eu un échange la semaine dernière. Nous avons reçu le ministre saoudien de l'investissement au MEDEF international. Et c'est une discussion très riche avec son équipe, auquel ont participé un certain nombre d'entre vous ici, où clairement, il y a une volonté de l'Arabie saoudite de faire émerger ces champions nationaux, publics et privés, et permettre à l'Arabie saoudite d'aller à la conquête d'un grand nombre de marchés. Alors, par rapport à ce plan, c'est vrai que les ambitions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peuvent paraître pour certains démesurées. L'Arabie saoudite se rêve aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, en leader mondial de l'énergie renouvelable et de l'hydrogène. Elle veut se doter d'une industrie de défense qui soit parmi les 25 premières du monde. Donc aujourd'hui, le business a changé en Arabie saoudite, c'est-à-dire la relation commerciale traditionnelle est révolue. Aujourd'hui, les Saoudiens attendent de leurs partenaires étrangers qu'ils s'engagent sur le long terme et investissent en Arabie saoudite. Donc les règles ont complètement changé. Il s'agit aussi pour un grand nombre de nos entreprises de s'adapter à cette nouvelle donne qui fait qu'on ne fait plus des affaires en Arabie saoudite aujourd'hui comme on en faisait il y a encore quelques années. Donc les règles ont changé, les ambitions, les projets sont là.
les projets sont présents. Il y a bien sûr ce dont je vais parler, il y a, il y a ces giga-projets dont vous avez sûrement tous entendu parler, comme Neom, la ville, la cité futuriste à 500 milliards de dollars au bord de la mer Rouge, où voilà, qui sera doté ça sera un hub technologique où on aura des taxis drones et ça sera une ville complètement zéro carbone. Voilà, c'est la ville de l'avenir et MBS joue beaucoup joue beaucoup sur cette ville pour promouvoir cette image de sa nouvelle Arabie Saoudite. Il y a bien sûr les projets touristiques en mer Rouge, hein, qui sont également très ambitieux et l'objectif clairement affiché des autorités saoudiennes, c'est de faire de l'Arabie Saoudite une destination touristique majeure, avec un chiffre qui peut même nous surprendre, nous Français, c'est les 100 millions de touristes en 2030, et donc de faire de l'Arabie Saoudite un des acteurs majeurs du tourisme, avec bien sûr 50 millions pour le tourisme religieux, qui est aussi une dimension importante. Et comme vous le savez, c'est une source de revenus très importante pour le royaume. Donc, bien sûr, il y a ensuite ces projets culturels. Vous avez tous entendu parler du projet El Oula, du projet d'El Oula en Arabie Saoudite, qui est un projet qui vise surtout qui permet surtout à l'Arabie Saoudite de promouvoir son héritage et son patrimoine. Ce projet a été confié aux Français. Donc, c'est quand même aussi qui est aujourd'hui au cœur du partenariat entre la France et l'Arabie Saoudite, où là, l'objectif est clairement de faire d'El Oula une destination majeure du tourisme saoudien, sans compter Riyad, où l'objectif clairement affiché maintenant pour les autorités saoudiennes, c'est de faire de Riyad, de classer Riyad parmi les top 10 cités villes au monde pour le tourisme d'affaires et le tourisme. Et donc, il y a une vraie volonté aujourd'hui de transformer profondément la capitale saoudienne. Alors, vous allez tous me poser la question du financement de tous ces projets, parce que c'est un sujet majeur dont beaucoup se posent. D'ailleurs, beaucoup d'entreprises se posent compte tenu de la baisse du prix du baril. Nous avons eu auquel l'Arabie Saoudite était confrontée. Il faut savoir que les Saoudiens ont clairement opté pour l'endettement. Ça reste une économie qui reste peu endettée, et on l'a vu qu'à chaque fois qu'ils ont voulu souscrire des emprunts, ils ont toujours été sursouscrits, tellement que je dirais, la finance fait confiance à l'économie saoudienne. Donc, à chaque fois, lorsqu'ils levaient 16 milliards, on avait 90 milliards sur la table. Et donc, ça montre clairement comment les banques faisaient confiance font clairement confiance à la transformation en cours en Arabie Saoudite. Ensuite, je dirais que les plus grands défis aujourd'hui pour l'Arabie Saoudite, c'est bien sûr de réussir ce plan de transformation. Pour MBS, la réussite de ce plan est clé. Il sait qu'il joue une partie de sa crédibilité dans ce plan. Il a promis à toute une génération une nouvelle Arabie, une nouvelle Arabie plus libérale, plus prospère, plus moderne. Il l'a promis surtout aux jeunes, aux femmes, aux classes moyennes, qui sont aujourd'hui des soutiens importants du jeune prince héritier. Et aujourd'hui, il se doit de réussir ce plan dans un pays qui est quand même confronté à un taux de chômage important. On parle de plus de 30% de chômage chez les jeunes, d'un système de formation universitaire ou professionnelle qui est peu adapté aux besoins du marché de l'emploi, à des difficultés aujourd'hui quand même depuis quelque temps d'attirer des investissements étrangers, malgré une volonté quand même très affichée, une volonté très claire des autorités saoudiennes de promouvoir les transformations en cours, et bien sûr la stabilité régionale dont on va beaucoup parler, je pense, dans la suite du débat, sur la stabilité régionale qui est un frein pour les investisseurs qui souhaitent aujourd'hui investir en Arabie. Merci beaucoup, François. Donc, c'est très bien parce que maintenant, vous avez certainement compris pourquoi le livre s'appelle l'Arabie Saoudite de l'or noir à la mer Rouge, puisque donc, nos Saoudiens ne veulent plus être des marchands de pétrole, mais maintenant s'occuper de la mer Rouge, que je vous
site que je vous invite à connaître, et notamment donc la photo qui est là, c'est des ruines de Madain Saleh, Al-Oula, dont a parlé François. Vous voyez, c'est l'avenir. Donc maintenant, on va parler de cette translation, et c'est une translation politique, sociale et même anthropologique et démographique. Tout ça, c'est pour Fatiha. À toi. Merci beaucoup, Louis. Je voudrais remercier l'IRIS de m'avoir invitée comme discutante de cet essai. Ça va, vous m'entendez bien? Un très bel essai qui ouvre donc une collection avec l'essai de Didier sur la Turquie. Donc deux pays dont on parle beaucoup, qui font grincer des dents, plus que grincer des dents concernant l'Arabie saoudite. Et d'ailleurs, l'essai de Louis, comme il l'a dit en introduction, l'un des fils conducteurs essentiels de ce livre, c'est que c'est l'idée aussi selon laquelle, en Occident, mais aussi dans le monde arabo-musulman, on a tendance à surévaluer l'importance, la domination du religieux en Arabie saoudite dans le fonctionnement de l'État saoudien. Et c'est aussi une idée que je partage avec Louis. En fait, le religieux a toujours eu la place que les Al-Saoud ont bien voulu lui accorder. Alors, il est vrai que la période faste du wahhabisme, les années après 79, donc après l'avènement de la République islamique d'Iran, le roi Fahd, qui n'était pas encore roi Fahd, pardon, c'est sous le roi Fahd, dans les années 80, qu'émerge donc cette doxa wahhabite telle qu'on la connaît un petit peu en Occident à travers des préjugés, mais aussi à travers sa réalité ultra archaïque, ultra traditionnaliste, ultra réactionnaire. Et ce qui est intéressant dans le livre de Louis, c'est qu'il analyse et décrit ce passage radical au post-wahhabisme. Alors, je trouve un peu sévère, Louis, quand tu compares la méthode moderne, radicale du prince héritier et du roi Salman en opposition avec les réformes homéopathiques du roi Abdallah. Bon, si réformes homéopathiques il y avait sous le roi Abdallah, c'est quand même lui qui est à l'origine du cycle de transformation et du début du post-wahhabisme. C'est quand même lui qui a fait en sorte d'établir un dialogue national, de dialoguer avec les chiites, de faire en sorte aussi qu'il y ait d'autres grands oulémas dans le Grand Conseil des oulémas, autres que purement se réclamant du wahhabisme. Donc c'était un début. Et si réforme homéopathique il y avait, c'était parce que c'était dû à la structure dynastique horizontale de cet État saoudien, de cette monarchie, puisque le fameux check and balance, qui justement pouvait calmer les ardeurs d'un jeune prince excité, faisait en sorte que l'événement tragique de l'affaire Khashoggi ne se serait jamais déroulé sous le format de la monarchie dynastique horizontale, parce que vous aviez plusieurs princes de poids qui pouvaient contrebalancer la ligne entre guillemets du parti unique, c'est-à-dire du roi ou du prince héritier. Aujourd'hui, tel n'est plus le cas. On est face à la transformation du paradigme politique de cette monarchie qui est aujourd'hui top-down, verticale, et ce jeune prince héritier qui, avec l'aval de son père, parce qu'on oublie beaucoup le roi Salman, beaucoup l'ont rangé déjà dans la catégorie entre guillemets de grabataire, ce qui n'est pas du tout le cas. Lui, alors évidemment, il est fatigué, il a l'âge qu'il a, mais il est à l'origine de un petit peu de cette transformation révolutionnaire de la monarchie al-Saoud, dans le sens où c'est lui qui décide de passer le relais à la seconde génération, et c'est lui qui fait le coup en choisissant son fils favori, Mohammed, tout simplement parce qu'il a les mêmes caractéristiques, ce tempérament autoritaire et cette ambition incroyable
il se retrouve, si vous voulez, dans la personnalité de son fils. Il est convaincu qu'il aura le volontarisme et la force de faire passer le royaume d'Arabie saoudite au XXIe siècle et de faire en sorte d'en faire une puissance économique et de faire ces transformations très audacieuses avec ce passage vraiment au post-wahhabisme. Parce que jusqu'à présent, la plupart des bouquins qui paraissent sur l'Arabie saoudite, c'est souvent d'abord écrit par des gens qui n'ont jamais foutu les pieds là-bas et qui passent leur temps à taper, taper, taper. Alors, je vous accorde qu'il y a des raisons de taper aussi sur ce pays, mais encore faut-il un petit peu connaître le terrain, la société et faire le distinguo entre la décision d'un autocrate et une société qui est très diversifiée, quelqu'un du Hejaz, de Riyad, de Dammam ou du sud, du Assir ou du nord vers Al-Holla, Tabouk, n'a rien à voir. Je veux dire, il y a des identités régionales très fortes et jusqu'à présent, effectivement, le socle unifiant tout cela, ça a été par la force la doxa wahhabite et bien sûr la famille Al-Saoud. Le prince héritier aujourd'hui considère que il faut absolument se débarrasser de cet archaïsme parce que c'est un prince très moderne au sens aussi populiste du terme, parce que ça, c'est une dimension par contre que je regrette dans ton livre, Louis, tu n'évoques pas du tout cette approche et cette dynamique politique très populiste qu'il a de consolider et de se légitimer, parce que ce prince est pas très populaire auprès de sa famille. Donc, il s'en prend fermement aux élites, ça c'est vrai que tu le dis, et donc ça c'est vraiment la définition du populisme. Et en cela, bon voilà, on pourrait le comparer à d'autres personnalités du type Erdogan ou Orban ou même un Trump qui s'en prenait aux élites. De ce point de vue-là, ils sont pareils. Alors, je sais que le populisme est défini en sciences politiques dans des schémas de démocratie libérale ou des démocraties hybrides. Mais en tout cas, cette approche populiste, c'est celle qui définit le mieux Mohammed Ben Salman. Il fait le choix d'ailleurs de s'adresser à la jeunesse, 60% des Saoudiens ont moins de 30 ans, et qui mieux que lui, qui arrive au pouvoir, il est vice-prince héritier à 29 ans, et il devient prince héritier par un coup de palais diligenté par lui-même et son père, pour évincer l'ancien prince héritier très proche et très estimé par les Occidentaux, Mohammed Ben Nayef, et qui était d'ailleurs très apprécié aussi de la population. Voilà, le choix est fait d'imposer Mohammed Ben Salman par une sorte de coup de palais, hein, je ne sais pas comment on dit, mais voilà. Et donc, lui décide vraiment de créer une sorte de rupture générationnelle en s'adressant à la jeunesse, en disant maintenant le contrôle social par cet establishment wahhabite, c'est du passé. Donc, il abroge tout cela et donc c'est avec cette espèce de fougue et sa jeunesse qu'il parvient quand même à créer cette rupture. Et comme Louis, je me retrouve assez dans ce qu'il dit dans le livre, moi j'ai été assez impressionnée par la capacité d'adaptation des Saoudiens et surtout des Saoudiennes de se faire à cette rupture. Parce qu'il faut imaginer ce qu'était l'Arabie saoudite quand même, ne serait-ce que, je ne sais pas, juste avant 2015, hein, honnêtement. Mais c'était un peu mieux à la fin des années du règne Abdallah, disons en 2010, mais tout était absolument proscrit. Mais tout. Vous allez à Riyad, qui est quand même le fief des Saouds et des Wahhabites, et là, voilà, vous avez une mixité dans les cafés, les restaurants, vous avez énormément d'expositions, de manifestations culturelles. Alors, tout ça, évidemment, je brosse ce tableau à côté toujours d'une méthode ultra radicale et ultra répressive. Hein, il ne faut surtout pas, bien sûr,
retirer cela. Mais ça va avec le personnage, c'est-à-dire la méthode radicale, on impose cette nouvelle modernité, on veut faire de Neom le hub high-tech, etc., quitte à ce que des startups, même d'origine israélienne, puissent apporter de la technologie. Ça ne pose pas de problème parce que ce prince héritier a une vision très business du monde. Hein. Il n'a pas du tout une vision idéologique. Ce n'est pas du tout un idéologue, contrairement à son ancien mentor, sur lequel il commence un petit peu à être plus critique, Mohammed Ben Zayed, qui est toujours présenté en Occident comme l'illustre stratège pragmatique et libéral, qu'il est certainement, mais qui est extrêmement idéologue concernant notamment la question des frères musulmans. C'est quand même lui qui a été un petit peu le mentor de Mohammed Ben Salman concernant la politique régionale très interventionniste qui a été un fiasco terrible et sur lequel Mohammed Ben Salman est en train de revenir. Et ça, je laisserai plutôt Anne commenter cet aspect-là. Mais pour en revenir, voilà, le filon, c'est une approche radicale, autocratique, modernisatrice pour imposer justement cette volonté de transformer plus efficacement. Quoi de mieux que voilà, d'avoir le pouvoir de décider seul, entouré quand même d'une clique de proches, d'alliés, et c'est peut-être là aussi les limites, les limites de cette approche, dans le sens où Mohammed Ben Salman a été effectivement tenté par le pouvoir, enfin, d'être un despote absolu. Il s'est vite rendu compte que en éliminant l'ancien régime, ce que j'appelle l'ancien régime, c'est tous les princes capés qui avaient des réseaux d'influence très, très importants, notamment avec des oligarchies marchandes très implantées. La fameuse purge du Ritz-Carlton, c'était la première étape de cette purge. Et cette purge se poursuit dans l'appareil bureaucratique, technocratique. De très hauts responsables sont aujourd'hui renouvelés par une nouvelle technocratie assez compétente, formée à l'anglo-saxonne. Alors le problème, c'est qu'il y a un turnover très important parce que ce prince est extrêmement exigeant et il fonctionne à la méthode anglo-saxonne avec les KPI, ces fameuses, je ne sais plus comment, ces fameuses mesures, vous voyez, on planifie pour 6 mois, si vous ne remplissez pas ces mesures, vous êtes viré. Bon, à ce rythme-là, ça va être compliqué de trouver quand même des personnes compétentes pour. Donc, ça c'est aussi une des grosses limites de la vision 2030, ainsi que, comme l'a dit François tout à l'heure, les problèmes de ressources humaines, de formation. Mais force est de constater, moi j'ai publié une étude à l'IRSEM sur le pari sur la jeunesse de Mohammed Ben Salman, qui est en ligne, hein, et sur le fait qu'il a vraiment entamé, alors malheureusement l'Arabie Saoudite a perdu beaucoup de temps, hein, mais entamé une réforme radicale aussi dans les programmes scolaires, hein, depuis le primaire jusqu'à l'université. Aujourd'hui, vous avez une réduction très, très, très nette des programmes religieux. Vous avez donc des priorités en fonction de la vision 2030 et des choix qui ont été faits pour l'économie digitale. Les Saoudiens, vous savez que dans cette région, Saoudiens et les autres pays du Golfe, ce sont des gens extrêmement connectés, très, très, très proches de la high-tech. Moi, j'avoue que je suis souvent un peu larguée. Ils ont 2 portables chacun, ils ont tout sur leur portable. Maintenant, il y a du e-gouvernement, tout cela pour essayer de casser la pesanteur traditionnaliste bureaucratique. Donc, il y a quand même énormément de mouvements, et ça, c'est vrai que ce n'est pas des choses qu'on entend souvent, parce qu'évidemment, on entend la question des droits de l'homme, et c'est vrai qu'elle est préoccupante, hein, comme dans d'autres pays, mais il y a, aussi bizarre que ça puisse paraître, une organisation des droits de l'homme. Alors elle est officielle, l'officieuse, elle a été effectivement cassée, hein, la plupart les activistes sont en prison, parce que voilà, on est dans un climat de tension extrême quand même. Alors vous avez ces
cette réforme, ces changements radicaux, mais tout cela quand même se fait sous forte tension, parce que c'est un prince pressé, il est le maître des horloges, il doit rendre des comptes. Et c'est vrai que, bon, au bout de 5-6 ans, on dit où va-t-on? Bon, il y a quand même des progressions, notamment la féminisation du travail. Vous aviez 18% de femmes actives en 2016, vous en avez plus de 30% aujourd'hui. Parce que alors ça, c'est peut-être l'aspect, entre guillemets, le plus facile, dans le sens où les femmes, il y a un taux de diplômés de femmes plus important que de Saoudiens. Donc, MBS dit, mais pourquoi s'embêter à embaucher des étrangers quand on a une force active féminine qui potentiellement est capable de… Voilà. Donc, il est pragmatique. Et il est assez déconcertant parce qu'il a un style, comme je disais, c'est un populiste. Il parle avec la lahja nabatia, hein, le dialecte najdi, et il s'exprime de manière très directive et non pas très policée comme le sont en général les princes et le protocole Al Saoud. Donc ça plaît énormément aussi et ça décoiffe. Et c'est vrai qu'il a une méthode de gouvernement qui décoiffe, que ce soit pour des activistes qui, notamment tous ceux qui veulent un petit peu autonomiser la société civile, ça c'est quelque chose qui lui fait peur, parce que qui dit opinion alternative dit voilà, on va contester ce que je fais, ce que je dis, donc je brise, hein, et j'avance pour avancer plus vite. C'est vraiment la conception du pouvoir, il ne s'en cache pas, il n'a jamais prétendu être un démocrate. Son modèle, c'est effectivement, plutôt que le modèle chinois, comme tu dis, Louis, dans ton livre, moi je dirais le modèle autoritaire, high-tech singapourien. C'est vraiment Singapour, et d'ailleurs, il a épousé le modèle émirati, notamment le modèle Dubaïote. C'est cette vision 2030, elle est un peu inspirée de cela, même si l'Arabie saoudite, sur le plan économique, a des richesses minières que les Émirats n'ont pas, et donc il y a quand même un matelas confortable, une alternative confortable à l'économie de service, parce qu'un pays comme l'Arabie saoudite ne va pas se transformer comme ça en économie de service. Ils ont des sites touristiques absolument fabuleux, c'est un très beau pays, le Sud. Alors malheureusement, au Sud, il y a une guerre terrible avec le Yémen, et ce bourbier yéménite, ça, c'est peut-être le boulet le plus compliqué pour Mohammed Ben Salman, qui s'est quand même précipité un peu vite dans cette guerre, pensant naïvement qu'il pourrait se défaire très facilement. Mais bon, il a été ministre de la Défense quand son père est devenu roi, mais il n'a aucune culture militaire, hein. C'est quelqu'un qui est dans le business. Alors, autant sur le plan intérieur, il a des idées fulgurantes, il a, voilà, même si un peu fantaisiste, mais enfin, il y a quand même des réformes qui se tiennent. Il y a une nouvelle régulation économique, il y a une réforme de l'appareil judiciaire, et ça, c'est encore un aspect, en plus de ôter aux religieux, qui avaient pignon sur rue sur la société, sur le contrôle social, sur l'éducation, et sur bien sûr la justice, puisque l'Arabie saoudite est légiférée par la charia. Mais il y a des tribunaux commerciaux aujourd'hui, et on parle de codification, hein, on parle c'est-à-dire d'un statut nouveau pour la femme, etc. Et l'Arabie saoudite, je crois que c'est le seul pays musulman à ne pas avoir une codification. Oui, mais il y a tellement de choses à dire. Et voilà. Et en plus de ça, qu'est-ce que je voulais te faire comme critique ? Oui, non, je disais que ouais, je trouve que c'était dommage que tu étais passé à côté de la stratégie populiste de Mohammed Ben Salman, mais je la développe par ailleurs, donc c'est pas grave. Et sinon, je me suis régalée à lire ton livre, et je vais laisser Anne poursuivre. Sinon, on m'arrête pas. Merci beaucoup, Fatiha. Je vais simplement prévenir la salle que malheureusement François Toisy va devoir bientôt nous quitter. Fatiha a très bien résumé ce que j'appelle la révolution silencieuse de l'Arabie saoudite actuelle, donc une transformation radicale sur tous les plans. Sur le plan politique, en gros, c'est l'application saoudienne de l'adage « il faut que tout change pour que rien ne change ».
Et sur le plan de la conduite des affaires, bien sûr, un triumvirat, donc le roi et son fils, qui récoltent ce que le prédécesseur, Abdallah, a semé. Et ce n'est pas ces trois personnes-là qui importent le plus, c'est les Saoudiens eux-mêmes qui sont les moteurs de ce changement, et en particulier, comme elle l'a fort justement dit, les Saoudiennes qui sont actuellement en train d'investir l'espace public, alors qui sont ces Saoudiennes que nous ne voyions pas puisqu'elles étaient souvent cachées derrière un voile noir. Eh bien, ce sont des jeunes filles qui ont fait leurs études souvent aux États-Unis, dont le père était un barbu comme on les aime, et qui reviennent avec les cheveux verts et se mettent au café en train de fumer. Vous voyez, c'est ça l'Arabie saoudite d'aujourd'hui. Donc, c'est un pays qui gagne à être connu. Il faut y aller maintenant qu'enfin on peut circuler. Maintenant, on va passer à ce qui nous intéresse vraiment, puisque ça concerne notre bout de planète. Donc, c'est les relations extérieures, et notamment avec la France, avec Anne Gadel. Merci. Vous m'entendez? Merci beaucoup, Louis, pour l'introduction. Et puis, merci aux deux précédents intervenants. Je tiens d'abord à dire que c'est vraiment un grand plaisir de faire partie du panel avec vous. Et en guise d'introduction, je rebondirai sur les propos de Fatiha, qui qualifie MBS d'homme pressé qui décoiffe. Alors, en effet, dans la région, beaucoup de pays vous diront que MBS décoiffe pas mal, c'est sûr, notamment les Yéménites, les Qatariens, les Libanais et puis peut-être d'autres dans la région. J'aimerais aborder le livre de Louis Blin, d'abord en parlant en parlant pas de ce qu'il met en avant, c'est-à-dire la mer Rouge. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans votre livre. C'est ce que vous mettez en exergue dans le titre et c'est un peu ce autour de quoi vous tournez toute votre démonstration. L'Arabie saoudite et en particulier MBS se tourne vers la mer Rouge comme un pôle de stabilité géopolitique sur son front ouest, alors que sur son front est, elle a encore à souffrir à pas mal d'instabilité et de challenge. Mais je voudrais commencer justement par ce fameux front est et front sud, parce que c'est ce à travers quoi on aborde traditionnellement la géopolitique et la politique étrangère de l'Arabie saoudite. Alors, on peut distinguer quand même plusieurs points, et celui qui est le plus prégnant, il me semble, c'est sa relation historique avec les États-Unis. Sa relation historique avec les États-Unis qui, depuis le mandat d'Obama, et que cela a continué sous Trump malgré la relation privilégiée que les Trump avaient établie avec notamment MBS, donc malgré tout, ce fameux désengagement américain a continué d'une certaine manière, et on voit là qu'avec l'arrivée d'une nouvelle administration américaine aux manettes, ce rééquilibrage, ce recalibrage vraiment s'approfondit, et au point qu'on peut vraiment parler d'un changement. Enfin, ça induit un certain nombre de changements géopolitiques dans la région, notamment ce fameux tournant, ce fameux pivot que ferait l'Arabie saoudite ou pas vers la Chine. Je pourrais détailler un petit peu cela. Ça, ce serait le premier pôle, le premier angle sous lequel on aborde traditionnellement la géopolitique et la politique étrangère de l'Arabie saoudite. Et puis, il y a évidemment le deuxième point que vous mettez bien en valeur, Louis, dans le livre, c'est évidemment cette rivalité stratégique avec l'Iran, et qui est extrêmement structurante, et qui pourtant, depuis justement l'arrivée d'une nouvelle administration américaine, connaît quelques infléchissements, et c'est aussi ça qui est extrêmement intéressant. Et puis enfin, j'aimerais bien parler de cette relation que l'Arabie saoudite entretient avec le Qatar, ce dont vous parlez également, Louis. C'est une relation extrêmement intéressante qui a été faite de pas mal de rivalités, qui a culminé en juin 2017 au moment où le quartet, donc dirigé par l'Arabie saoudite, a mis au banc le Qatar dans la politique régionale. Et donc, cette rivalité, cet embargo et ce blocus qui ont finalement abouti en janvier 2021 à la détente de Al-Oula. Al-Oula, qui est donc un site emblématique à bien des égards actuellement.
Voilà, tout ça pour parler de ce front de l'Est et de ce front du Sud, parce qu'évidemment, il ne faut pas oublier le bourbier yéménite dans lequel est quand même empêtré MBS depuis pas mal d'années. Ce front de l'Est semble donner des signes de normalisation, d'apaisement, d'ouverture sur pas mal des sujets que je viens d'évoquer, et qui ouvrirait justement une possibilité pour l'Arabie saoudite et notamment le prince héritier pour se concentrer sur la mer Rouge, sur la géopolitique de la mer Rouge. Alors d'abord, en ce qui concerne les États-Unis, donc je vous parlais de ce fameux mouvement de désengagement qui avait été engagé déjà sous Obama. Et c'est on va dire, cette relative, on peut presque parler de défiance en réalité sous les mandats d'Obama entre l'Arabie saoudite et les États-Unis, qui sont des alliés traditionnels, des alliés stratégiques traditionnels qui entretiennent une relation extrêmement forte. Mais donc, à partir de 2011, quand Obama, d'une part, commence à apporter un soutien au printemps arabe, en tout cas ne sauve pas Moubarak. Ensuite, quand les États-Unis commencent à prendre une certaine indépendance énergétique du fait de la révolution du gaz de schiste, tout cela a fait que la relation stratégique qui semblait absolument fondamentale et presque indestructible entre les deux alliés a commencé à un petit peu se fissurer. Ça a continué sous la mandature Trump, puisque on l'oublie, mais en réalité, c'est sous Trump qu'on a en quelque sorte vu la manifestation de la fin de la doctrine Carter, puisqu'on se souvient que lors des attaques des installations pétrolières par des drones iraniens sur des sites stratégiques saoudiens, là, les États-Unis n'ont pas réagi et n'ont pas répliqué militairement. Donc voilà, tout ça se continue évidemment avec le président Biden, qui pour le coup, lui, a engagé dès les premiers instants de son mandat un réel rééquilibrage avec l'Arabie saoudite, et un rééquilibrage, bien sûr, à la lumière de la fameuse affaire Khashoggi. On se souvient que les premières décisions en termes de politique étrangère concernant le Moyen-Orient du président Biden, ça a été évidemment de nommer un émissaire pour le Yémen et de prendre un certain nombre de mesures pour essayer d'opérer une désescalade au Yémen. Mais ça a été aussi de laisser publier un rapport de la CIA qui incriminait, certes indirectement, mais quand même, on avait tous bien compris le message, donc le prince héritier dans l'affaire Khashoggi. Et donc, à la faveur de ce mouvement de désengagement global qui continue, il y a quelques semaines, on a appris que les États-Unis avaient démantelé une partie de leur système antimissile, notamment en Arabie saoudite. Donc voilà, ce mouvement de désengagement est réel et il continue. À la lumière de ce mouvement de désengagement, on parle de cette fameuse triangulation avec la Chine et notamment la pénétration économique très forte de la Chine en Arabie saoudite, une pénétration qui n'est pas seulement économique, mais qui comporte beaucoup d'aspects qui pourraient se transformer en des aspects sécuritaires, militaires. Il y a évidemment, depuis 2016, une coopération stratégique très forte entre la Chine et l'Arabie saoudite, au point qu'on commence à parler presque du fait que la Chine puisse remplacer l'allié américain en Arabie saoudite. Je ne suis pas du tout certaine que ce soit le cas pour tout un tas de raisons, et notamment parce que ce n'est pas du tout une priorité de la Chine de s'investir politiquement et géopolitiquement dans la région. La stratégie partenariale et la stratégie de pénétration commerciale de la Chine, c'est, comme je viens de le dire, vraiment principalement l'idée de sécuriser un certain nombre de partenariats économiques, d'approvisionnement énergétique, etc. Donc voilà une première manière d'aborder la géopolitique de l'Arabie saoudite, en tout cas de la manière dont on le voit nous depuis la France. Le deuxième pôle, c'est l'Iran, évidemment, et ce qui préoccupe principalement l'Arabie saoudite, contrairement à d'autres pays qui sont très focalisés sur le développement du programme nucléaire iranien. Ce qui préoccupe principalement l'Arabie saoudite, c'est la politique régionale de l'Iran, et notamment la politique de pénétration de l'Iran par un certain nombre de proxys régionaux au Yémen, en Irak, en Syrie, au Liban, etc. Donc,
encore une fois, à la faveur de l'arrivée d'une nouvelle administration américaine qui a un ton beaucoup moins engageant que l'administration précédente, notamment avec le prince héritier, l'Arabie saoudite se rend bien compte qu'elle a tout intérêt à donner des signes d'ouverture sur le plan régional. Et ces signes d'ouverture se sont manifestés extrêmement discrètement, mais néanmoins de manière tout à fait réelle, avec l'Iran. Fatiha parlait du goût de MBS pour les talk shows, le fait de s'adresser directement à la jeunesse. Et c'est justement à l'occasion d'une grande interview fleuve dans un talk show assez connu et assez regardé en Arabie saoudite au printemps dernier que le prince héritier a commencé à parler ouvertement d'une détente avec l'Iran, en tout cas. Et ça a vraiment clairement contrasté avec les propos même très insultants, en réalité, qu'il avait pu tenir auparavant envers l'Iran et envers les dirigeants iraniens. Donc voilà, ça c'était un premier indice qui montrait qu'il y a quand même une volonté, même si la rivalité stratégique reste extrêmement structurante, c'était une manière de montrer que, voilà, on a compris que dans l'équation actuelle, dans la nouvelle équation géopolitique mondiale actuelle, il valait mieux avoir plus d'amis que d'ennemis et moins d'antagonistes et plus de relations sur lesquelles on puisse s'appuyer en cas de problème. Et enfin, un troisième angle, et c'est ce que vous abordez à la fin du livre, Louis, c'est la relation avec le Qatar, et notamment donc le Qatar qui a quand même été un antagoniste assez important de l'Arabie saoudite et surtout, je dirais même des Émirats arabes unis depuis quelques décennies. Encore une fois, l'arrivée d'une administration américaine beaucoup moins coulante avec le pouvoir saoudien a fait qu'en janvier dernier, contre toute attente, il y a eu une amorce de désescalade, un dégel entre les pays du Quartet, donc Arabie saoudite, Émirats, Égypte et Bahreïn, d'une part, et le Qatar, d'autre part. Donc, cette rivalité qui avait un petit peu structuré la région en deux axes pendant plus de 3 ans, avait principalement pour cause des grandes divergences idéologiques, et notamment des divergences idéologiques dont parlait Fatiha précédemment, qui avaient été un petit peu poussées par MBZ, qui au début avait une relation presque d'emprise sur MBS, dont il s'est quand même progressivement détaché, une emprise idéologique notamment qui part du principe que toutes les mouvances fréristes, donc d'inspiration frères musulmans, sont l'ennemi de l'axe du coup émirati saoudien. Donc, à la faveur de cette détente, on observe un certain nombre de recalibrages entre les puissances régionales. Il y a évidemment une détente Qatar-Arabie saoudite, mais aussi la reprise d'un dialogue avec la Turquie. La reprise d'un dialogue avec la Turquie qui est très important, notamment dans le domaine militaire. Donc voilà, sur le front de l'Est et sur le front du Sud, on sent qu'il y a un certain nombre d'ouvertures et d'assouplissements qui permettent à l'Arabie saoudite de se concentrer sur la mer Rouge, qui est, bon, peut-être j'aurai peut-être l'occasion de développer un petit peu plus tard, mais la mer Rouge qui présente un certain nombre d'avantages, et notamment le fait que c'est un pôle de stabilité facilité par les actions de médiation qu'a entrepris l'Arabie saoudite depuis 2018, en partenariat avec les Émirats, auprès d'un certain nombre de pays africains de la côte. Je m'arrête ici, peut-être qu'on pourra développer un petit peu plus. Très bien, merci. Donc, il est très clair que les cartes sont rebattues à la faveur du désengagement américain progressif de la région. Ce qui se passe avec l'Iran en est une conséquence. C'est au moment où l'Iran a le gouvernement le plus dur que l'Arabie saoudite essaye de l'amadouer, tout simplement par crainte de la réaction iranienne, compte tenu donc de l'occupation de l'esprit de Biden par d'autres affaires que celles du Golfe. Donc, évidemment, ce n'est pas du tout un rapprochement, c'est plutôt un effort de déconfliction. Alors, malheureusement, Anne n'a pas eu le temps de parler de ce qui nous intéresse le plus, à mon avis, c'est tout de même la France, puisque l'Arabie n'est pas du tout un sujet nouveau, hein, contrairement à ce que les Français croient la plupart du temps.
puisque le premier à avoir essayé et malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, manqué une alliance avec l'Arabie wahhabite, eh bien c'est Napoléon, comme je le relate dans le livre. Donc ça date pas d'hier et ça a continué pendant très longtemps, puisque vous avez Alexandre Dumas et Victor Hugo qui sont donc mes morceaux choisis préférés dans le livre. Vous savez que la France a évidemment beaucoup d'intérêt en Arabie Saoudite, et au moment où donc les cartes sont rebattues et qu'on voit bien sûr ce monstre chinois à l'horizon, pourquoi pas la France aussi. Bon voilà, je vous passe la parole maintenant. Donc la salle est... J'ai quelques questions par Internet, mais enfin je veux aussi d'abord plutôt commencer par vous. Oui. Oui. De la Sofresa et d'Audace, par exemple. Ok, est-ce qu'il veut répondre là, sur Sofresa et Audace? Tu veux... Non? Alors, très précisément sur ces contrats-là, je suis navrée, je ne vais pas pouvoir vous satisfaire. Mais en tout cas, c'est peut-être un commentaire un peu plus général sur la relation franco-saoudienne. Alors, certes, comme Louis le souligne bien dans son ouvrage, c'est une relation en fait assez ancienne, et ce qu'on a tendance à oublier actuellement, parce qu'on est très focalisé justement sur un petit peu les clichés de l'Arabie saoudite, wahhabite, un petit peu étrange, etc. Même si, honnêtement, je pense que ça commence à vraiment changer. Mais voilà, je pense que la relation franco-saoudienne, et notamment dans le domaine commercial, est tributaire de deux choses. D'abord, évidemment, du fait que les Saoudiens doivent toujours composer entre leurs différents alliés, et notamment dans le domaine militaire, leur allié principal, c'est les États-Unis. Donc voilà, les États-Unis fournissent le principal des armes saoudiennes, comme le principal des armes dans tout le Golfe. Donc un premier élément. Et le deuxième élément, c'est que la relation est extrêmement dépendante des relations personnelles que peuvent engager les présidents français avec le pouvoir saoudien. On a vu que sous François Hollande, il y a eu vraiment une sorte de revirement vers l'Arabie saoudite, justement, et à la faveur de cela, on s'est notamment un peu plus engagé en Libye, etc. Mais voilà, après, sur les contrats très précis, sur les contrats militaires, énergétiques, etc., on a une très, très bonne relation, mais compte tenu des liens qu'on a avec l'Arabie saoudite, je pense que ça laisse quand même un petit peu à désirer. On est toujours en attente de méga contrats, notamment sur Al-Oula. Donc voilà, je ne peux pas vous répondre précisément sur les contrats que vous évoquez, mais... Sans rentrer dans les détails, c'est vrai, Sofresa, Audace, en fait, c'était la relation de défense franco-saoudienne, comme souvent avec le Golfe, ce sont des relations d'État à État. Donc, les Saoudiens insistaient sur le fait que voilà, les contrats devaient être un petit peu régulés au niveau étatique. Bon, il ne vous a pas échappé qu'on a changé radicalement de gouvernance en Arabie saoudite, et que les choses, et ça, c'est vrai qu'en France, on n'a peut-être pas non plus anticipé, mais en éliminant l'ancien régime saoudien, Mohammed Ben Salman, si vous voulez, a recréé une sorte d'environnement d'économie politique complètement différent, qui fait que ça a brisé les réseaux d'affaires franco-saoudiens. Je laisserai peut-être la parole à quelqu'un qui est beaucoup mieux placé que moi et qui voulait intervenir. C'est notre ancien ambassadeur, Bertrand Besancenot, qui était ancien ambassadeur à Riyad, mais je crois que tu pourras peut-être oui. être complémentaire. Oui, mais merci Fatiha. Non, sur le contrat d'ONAS, je crois que c'est surtout un échec pour le Liban, plus que pour la France, parce qu'en réalité, il s'agissait donc de l'acquisition par le Liban d'armes françaises, et qu'à partir du moment où les nouvelles autorités saoudiennes ont eu le sentiment qu'on ne leur donnait pas suffisamment de garanties sur le fait que ces armes n'aboutiraient pas dans les mains du Hezbollah,
le contrat a été transformé et s'est transformé en un contrat franco-saoudien alors que normalement, il était destiné au Liban. Donc l'échec, c'est surtout pour le Liban. Moi, j'aurais une question à poser à notre panel. On a raison de parler de changement d'atmosphère dans la politique étrangère, c'est-à-dire qu'il y ait une volonté aujourd'hui, vu la nouvelle donne à Washington, d'apaiser les tensions, d'essayer d'être pragmatique. Ceci est exact. Simplement, c'est comme dans un mariage, il faut être deux pour le faire. Et quand on parle du Yémen, jusqu'à présent, les Houthis n'ont jamais répondu positivement à toute proposition qui ait pu être faite pour essayer de sortir de la crise. Or, on sait que les Saoudiens aujourd'hui ont rabaissé leurs prétentions, mais pour le moment, on ne voit aucun mouvement du côté des Houthis. Et la deuxième chose concernant l'Iran, bien sûr que les Saoudiens, et je pense qu'on a eu raison de le dire, Louis a eu raison de le souligner, ont été quand même assez douchés par ce qui s'est passé à Abqaiq et font donc attention. Mais simplement, toute la question, c'est de savoir aujourd'hui si le projet d'accord nucléaire a une chance de réussir ou pas, enfin en tout cas de revenir à l'accord nucléaire, parce qu'on sait qu'il y a une volonté à la fois du côté de l'administration Biden et une volonté certes aussi des Iraniens, mais que les positions de départ des uns et des autres sont tellement éloignées qu'il y a quand même un vrai doute sur le fait que Téhéran choisira l'apaisement des tensions. Et certains peuvent prétendre, et à mon avis n'ont pas forcément tort, que les gardiens de la révolution qui deviennent de plus en plus omniprésents en Iran, aujourd'hui ont très peur d'une normalisation et préfèrent tabler sur le désengagement américain et la montée en puissance chinoise pour jouer à la compétition sino-américaine et ne pas faire de deal avec les Occidentaux. Donc, si vous voulez, oui, il y a une volonté d'apaiser les tensions, il y a des gestes qui sont faits, encore faut-il que de l'autre côté, il y ait la même volonté. Et c'est donc là où, effectivement, j'aimerais avoir votre sentiment sur le calcul qui est fait. La guerre civile au Yémen a commencé avant l'intervention saoudienne et malheureusement, il y a fort à parier qu'elle continuera, même si l'Arabie saoudite la stoppe, ce qui ne veut pas du tout dire que cette intervention n'est pas catastrophique pour tout le monde d'ailleurs, mais malheureusement, le Yémen est en crise depuis bien longtemps et le sera encore. Les esprits, donc bien sûr chez les Houthis, ne sont absolument pas actuellement disposés au compromis, bien sûr poussés par les Iraniens. Donc, pour les Yéménites comme pour les autres, cette région est une région troublée. Ce qui est exceptionnel, même extraordinaire, c'est d'arriver à faire un tel changement sans heurts, pratiquement sans violence, en Arabie saoudite, donc, avec une ambiance aussi délétère tout autour. Hein, et avec en plus donc le principal gendarme de la région qui se désengage. Nous avons intérêt à ce que ça réussisse, hein, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ces gens-là. Si jamais l'Arabie saoudite tombe à son tour, comme les dominos qui sont à côté, la catastrophe, ça sera ici, évidemment. S'il n'y a plus de pétrole saoudien, même si on n'aime plus trop le pétrole, bien, on sera bien ennuyé. Et donc, la politique française actuellement est d'encourager le changement, de le suivre, y compris sur le plan commercial et y compris sur le plan de l'armement. Je crois que la question de notre interlocuteur portait sur audace. Non, pas d'ONAS, mais enfin, peu importe, c'est une relation qui a ses hauts et ses bas, c'est toujours très compliqué. Pour les contrats d'armement et les torts pour la mise en œuvre sont partagés, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé pour la marine saoudienne.
mais il y a d'autres opportunités qui actuellement sont à discuter. Bon, je passe peut-être à la question donc, que j'ai sur Internet et je la pose à nos deux interlocuteurs. C'est les changements radicaux qu'on a décrits sur le plan, par exemple, touristique. Est-ce que c'est compatible avec la société actuelle? Est-ce que l'objectif des dirigeants, c'est de retrouver l'ambiance relativement libérale des années 60. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? Peut-être Fatiha? En fait, il y a plusieurs projets. Il y a ces projets mérifiques, Red Sea Project, Neom, qui sont beaucoup plus, à mon avis, destinés à une clientèle internationale. Et vous avez des projets beaucoup plus locaux, notamment la fameuse cité Al-Ghidiya, qui est à 40 km au sud de Riyad, et qui est un petit peu une cité des divertissements, et pour essayer, si vous voulez, de faire concurrence à ce tourisme de week-end des Saoudiens à Dubaï et à Bahreïn. Et là, c'est intelligent, parce que ça, c'est un projet où il y a une vraie clientèle, où il y a un vrai tourisme de divertissement le week-end qui s'adresse directement à la population locale. Et en plus de ça, c'est plutôt abordable au niveau des prix, etc. Tout ce qui est Amlage, Red Sea Project, Neom, cette cité futuriste, c'est plus c'est un soft power, ça a usage de soft power, de rayonnement, et de montrer à quel point l'Arabie saoudite peut aller vite en se transformant, je pense. Donc il y a beaucoup, bien sûr, ces projets extrêmement coûteux. On parlait de 500 milliards de dollars pour Neom. Il n'y aura pas de retour sur investissement avant 20-30 ans. Donc c'est des projets à très long terme. Alors c'est pourquoi ça interroge, c'est vrai, parce qu'en attendant, l'Arabie saoudite, comme le disait tout à l'heure François, elle doit aussi prendre l'initiative pour une économie moins dépendante des hydrocarbures et donc une économie décarbonée, basée sur l'hydrogène. Hein. L'Arabie saoudite est le pays où il y a le taux d'ensoleillement le plus élevé au monde, et il est quand même assez paradoxal qu'il faille attendre si tard pour que l'Arabie se mette enfin à développer des fermes solaires, etc., et pour pouvoir, du coup, être à l'avenir un grand exportateur en termes d'hydrogène. Donc, de ce point de vue-là, il y a aussi des calculs stratégiques qui sont faits. On n'a pas affaire qu'à un prince avec des projets de mégalo, hein, comme on le présente souvent. Ça, c'est beaucoup plus destiné à faire le buzz et à parler de l'Arabie autrement que par le wahhabisme, les barbus et tout ce qu'on connaît depuis 40 ans. Hein. Donc, il y a cet usage-là. Est-ce que la population est prête? Alors, c'est vrai que pour El Houla, il y a des programmes pour former notamment toute une jeunesse pour pouvoir accéder à ces emplois liés au tourisme. Et ça, il y a pour le coup une belle coopération à venir avec la France, hein, qui est quand même l'un des premiers pays touristiques au monde. Et ça, l'Arabie saoudite espère beaucoup. Et ça permettra aussi à la France de faire oublier aussi son image de marchand de canons. Hein. Donc, ces projets touristiques, Al-Houla culturel, etc., c'est aussi quelque chose auquel nos dirigeants pensent, bien entendu. Donc voilà pour la question. Maintenant, il y a aussi, et ça, je n'avais pas eu le temps d'en parler dans ce que je voulais dire tout à l'heure, il y a aussi le fait de former et d'ouvrir la population autour d'Al-Houla, qui est une population tribale, donc ruralisée, c'est la périphérie. Et là, on a quand même des mentalités beaucoup plus réservées, beaucoup plus traditionnelles par rapport à tout ce que veut faire le prince héritier. Le prince héritier qui veut, parce que c'est aussi l'un des sujets dont parle Louis et qui m'a le plus intéressé, c'est l'objectif de Mohammed Ben Salman avec tout cela, c'est de créer une nation saoudienne, un petit peu à l'image de ce que son grand-père, lui, avait
créer l'État al-Saoud, l'État moderne. Hein. Lui, il veut créer une nation saoudienne, donc basée sur d'autres valeurs que celles véhiculées par la doxa wahhabite, donc une société assez néolibérale, assez moderne, éduquée, d'où cette réforme des programmes d'enseignement, mais qui va prendre du temps. Et en même temps, ça creuse quand même beaucoup, comme tout projet néolibéral, de fortes inégalités. Hein. Donc, c'est là où il y a aussi une contradiction. C'est pour ça que je parlais aussi d'atmosphère de tension que je trouve qui n'est pas assez rendue dans ce livre, parce qu'il faut bien le critiquer un peu. Hein. Donc, une atmosphère de tension qu'on ne sent pas assez, parce qu'il y a, oui, des inégalités entre ces urbains, ces jeunes qui adhèrent vraiment au projet MBS. Alors, est-ce qu'ils seront déçus dans 10, 15 ans? On n'en sait rien. N'empêche que personne n'a autant misé que MBS sur la jeunesse saoudienne, qui n'était pas un public à part entière, qui n'existait que par la famille, la tribu, mais qui aujourd'hui, ils existent comme individus. Donc il y a tout ça aussi. Et donc cet individualisme qui s'oppose à tout ce qui est tribal, etc., on a vu que ça pouvait conduire à des tensions, comme on l'a vu dans la province du Nord, hein, avec la tribu Hawaitat, notamment autour du projet Neom, où il y a eu cette expropriation de maisons, etc. Et l'un des chefs de cette tribu s'était rebellé en disant, il n'est pas question, ma maison, c'est ma vie, et moi, je ne me reconnais pas dans ce projet de nation postmoderne, high-tech. Moi, voilà, l'Arabie saoudite, pour moi, c'est ma religion, c'est ma famille, c'est ma maison, c'est ma tribu. Donc, vous avez aussi cette dimension hein, qui... Alors certes, la tribu a ensuite prêté allégeance au prince, a dit que ce membre-là était particulièrement un esprit rebelle, etc. Donc les choses sont entrées dans l'ordre. Mais il n'empêche qu'on a ces dissensions, on a ces inégalités sociales aussi, parce que aujourd'hui, l'Arabie saoudite, vous payez des impôts. Et là, la guerre au Yémen, hein, qui coûte très cher, c'est rare que les Saoudiens abordent ce sujet. Et moi, je ne veux jamais les pousser à parler de choses dont ils ne veulent pas parler. Mais voilà, dans la discussion, moi, j'ai des amis depuis belle lurette, me disent, le problème quand on parle du Yémen, c'est qu'on parle du coût. Hein, tout ce coût, tout ça pour ça. Ils ne sont pas idiots. Hein. Et nous, à côté, on paye des impôts, on paye plus cher l'électricité, etc., alors que tout était subventionné. Donc, c'est tout ce climat-là qui est un petit peu... Et donc, c'est vrai que ça nous change, Louis, de ces années inamovibles, d'atonie. Et d'un seul coup, moi, à chaque fois que je vais en Arabie, j'ai la tête gonflée comme ça. Quoi. Tous les jours, il y a des nouvelles choses. Et tout ça dans un climat de tension, mais en même temps d'enthousiasme. À chaque fois que je vais en Arabie, notamment à Riyad, c'est vrai que depuis Paris, là, ça fait 2 ans que je suis à travailler depuis mon bureau parisien, bon, je fais les scénarios les plus noirs sur l'Arabie. Mais dès que je vais là-bas, je me rends compte que les gens sont... C'est vrai, tu le dis un petit peu à partir de sondages, je ne sais pas ce qu'ils valent ces sondages, mais en tout cas, moi, je sens qu'il y a un vrai enthousiasme, une vraie projection des Saoudiens dans l'avenir. Et ça, il faut y aller pour s'en rendre compte. C'est pas de la propagande que je fais, loin de là, parce que je dis en même temps qu'il y a des incertitudes, il y a des tensions, mais il n'empêche que ils ont des perspectives et ils se disent que voilà, le chemin sera compliqué. Et donc, c'est vrai qu'il y a ces questions de taxation. Donc, effectivement, qui dit taxation dit la population veut participer aussi aux décisions, etc. Donc, qu'est-ce que ça donnera? Donc, c'est tout ce climat de changement, de contradiction auquel on a affaire. Et c'est vrai que c'est pour ça que moi, je parle réellement de processus de transition en Arabie saoudite. Justement, oui, vas-y, Anne. Pour compléter ce que dit Fatiha, c'est compatible avec la société saoudienne, oui, dans une certaine mesure, et surtout auprès des jeunes, parce que
ce qu'a engagé MBS à partir de 2017, c'est-à-dire une espèce de purge finalement, une espèce d'opération main propre avec ce fameux épisode du Ritz-Carlton. En fait, c'est une opération anticorruption. Ça a été perçu de manière très, très positive et notamment par les jeunes. Bien sûr, un des chapitres s'appelle MBS ou le réveil du léopard. Donc, on ne sait pas ce que ça donnera, mais en tout cas, il se réveille. Alors, pour la société, évidemment, quand on dit aux Saoudiens travailler plus pour gagner moins, il y a certains qui rechignent. Mais il n'empêche que c'était le défi qui se présentait à eux, donc avec la construction d'une nation et d'une société à la fois. Donc, ils ont du pain sur la planche. On continue les questions, oui. Oui, bonsoir, merci. J'avais une question par rapport à la politisation de la jeunesse. Il y a une thèse qui circule, notamment menée par Pascal Ménoret, qui consiste à dire que dans les années 90, début des années 2000, il y a eu un moment de politisation, notamment encadré par une partie du clergé proche des milieux de l'islam politique. Enfin, je résume en grandes enjambées. Et j'aurais voulu savoir déjà comment vous vous situez par rapport à cela. Et le deuxième élément, c'est en réalité, est-ce que MBS n'a pas bien saisi ce mouvement qui s'est opéré et a compris que si on voulait continuer à lutter contre une forme de politisation, il fallait libérer au niveau de la société pour essayer de remettre un coup d'aplomb en matière pour limiter l'éventuelle politisation. Voilà. Alors, vous avez raison, c'est vrai que la société saoudienne, vous avez une certaine élite qui a une conscience politique et parce que l'Arabie saoudite, même sous doxa wahhabite, justement sous doxa wahhabite, et ça c'est plutôt Stéphane Lacroix que Pascal Ménoret qui en a parlé, a donc engendré une opposition à ces religieux-là. Mais une opposition effectivement traversée par l'islam politique, parce que les Saoudiens ont été biberonnés à l'éducation religieuse par des Égyptiens qui sont arrivés en masse donc, dans le Golfe dans les années 60 et qui donc ont enseigné, qui avaient évidemment, puisque les Saoudiens n'étaient à l'époque pas suffisamment nombreux pour enseigner, et qui avaient en charge l'enseignement religieux. Alors, les Saoudiens avaient bien sûr les manuels autorisés par l'establishment wahhabite, mais qui étaient, comment dire, oui, je vais y arriver, mais ils avaient pour professeurs donc ces Égyptiens qui avaient été pourchassés sous le nasserisme. Donc, c'est à partir de là qu'on a une hybridation, si vous voulez, du wahhabisme et d'un mouvement inspiré des frères musulmans, ce qu'on appelle les sahwa, l'éveil islamique. Alors, et Pascal Ménoret, lui, décrit plutôt la jeunesse marginalisée, oisive, justement des années précédant, bien sûr, tout ce tourbillon aujourd'hui. Hein. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de voir ce que sont devenus ces oisifs sous l'ère MBS. Maintenant, est-ce que MBS était conscient de cela pour essayer d'offrir un autre projet de société aux jeunes? Moi, je pense que simplement le calcul qu'il a fait, c'est d'abord pour consolider son pouvoir et consolider sa légitimité vis-à-vis de sa famille. Parce que certes, il la tient de son père, qui est quelqu'un qui a une légitimité extrêmement forte auprès de sa famille et qui bénéficie d'un aura auprès des religieux les plus conservateurs, mais Mohammed Ben Salman a été très mal accueilli, même en sourdine, hein, parce qu'évidemment, c'est pas facile. Hein. Mais quelques-uns ont eu quand même le courage de s'exprimer et de dire mais on n'est pas d'accord, et notamment le frère cadet du roi Salman, qui s'est vu voler sa place par son jeune neveu, peu capé et novice en politique, etc. Donc, qu'est-ce que c'est que ce jeune freluquet qui n'a aucune compétence et qui pique ma place? Donc, et
le calcul politique de MBS, et c'est pourquoi il faut arrêter de le présenter comme un débile avec sa Game Boy et ses reportages stupides un petit peu faciles, c'est quelqu'un qui a une vraie stratégie de pouvoir. Alors, elle est extrêmement radicale, mais son calcul, ça a été ce pari, notamment sur la jeunesse, et il s'est dit, bah, tout comme moi, vous en avez ras-le-bol que des vieux barbus complètement anachroniques vous interdisent de vivre. Alors, c'est très populiste, bien sûr, c'est moi, je vais vous offrir, etc., etc., mais il n'empêche que en faisant ce pari, il s'est rendu incontournable et ça sera très, très compliqué. C'est impossible aujourd'hui d'imaginer une Arabie de l'ancien système, si vous voulez. Ça sera très compliqué. Même si Mohammed Ben Salman, comme je le disais, qui avait été tenté par le despotisme absolu, a recoopté au sein de sa famille. Et il s'est entouré, par contre, de princes, mais selon une dimension générationnelle, afin d'être le patron, un petit peu comme son grand-père a été celui qui a créé la dynamique autour de lui. Aujourd'hui, la monarchie Al Saoud, elle se construit autour du noyau focal qu'est Mohammed Ben Salman. Et c'est là aussi où je voulais te faire une critique. Moi, je ne suis pas d'accord avec ton terme Arabie salmanique. Ok, salmanite, en plus de ça, ce n'est pas joli. Ok, Mohammed Ben Salman est le fils du roi Salman, mais il est en train de créer une dynamique autour de lui avec des Al-Saoud, qui ne sont pas forcément des Salmanites. Hein. Il y a le propre neveu du prince héritier qui se fait virer, le pauvre. Donc, c'est sadique. Hein. Il met son neveu à la place de son oncle. Il s'entoure de... Non, mais il est machiavélique, ce garçon. Et donc, il s'entoure des princes qui comptent et de princes qu'on connaît moins, notamment le ministre de la Culture est quelqu'un de, à mon avis, qui va monter en puissance et qui est extrêmement proche de Mohammed Ben Salman. Mais il s'est beaucoup entouré des fils de Bandar Ben Sultan. Bandar Ben Sultan, l'ancien fameux ambassadeur à Washington pendant 22 ans. Sa fille, donc Rima, est ambassadrice à Washington. Son autre fils est le ministre de la Garde nationale. Et Khaled est ambassadeur à Londres. Donc, et voilà. Et le fils de son frère cadet, du frère cadet du roi Salman, c'est-à-dire Ahmed, celui qui est malheureusement en prison aujourd'hui et qui voulait et qui avait contesté la place de Mohammed Ben Salman, et bien son fils est ambassadeur à Bahreïn. Donc, vous voyez un petit peu comment il joue, mais sur un registre générationnel. Donc, à mon avis, il est en train de perpétuer cette monarchie Al-Saoud, mais c'est sa personne à lui qui est le point nodal et structurant de la monarchie. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus top-down que ça ne l'était autrefois, et ce, dans un souci, parce que c'est son tempérament ultra-autoritaire, autocratique, et dans un souci aussi d'efficacité pour aller vite. Voilà. Oui, on va passer. Et également, ils sont dans les grandes filières anglaises et après ils vont dans les filières. Donc, ils ont un rôle Juste, on va passer la parole à Anne sur cette question, simplement pour compléter l'exposé brillant de Fatiha. Effectivement, ça répond à beaucoup de questions que j'ai sur Internet. Est-ce que le régime durera? Est-ce que c'est vivable? Eh bien, oui, hein, vous le voyez, il est bien en place. Moi, je l'appelle salmanite parce que c'est pas du tout comme ce qu'on voit dans la presse, un régime de MBS. Non, c'est Salman, le chef, c'est le roi. C'est lui qui règne et son fils qui gouverne. Mais pour le moment, c'est un régime, une transition, hein, comme on l'a bien dit, mais c'est une transition donc impulsée dans la famille nucléaire de Salman. Donc, le problème, l'immense problème que tout le monde agitait comme un épouvantail depuis des années, c'était les milliers, enfin, ce sont les estimations, les centaines ou les milliers de princes. Eh bien, maintenant, c'est terminé, ils ont fait le ménage et il y a une branche de la famille qui est en charge
comme du temps du grand-père, hein, donc fondateur Abdelaziz. Donc, c'est une affaire réglée en haut. Alors, en bas, évidemment, la société, pour le moment, n'est pas politisée, très peu, sauf certaines, à la marge. Et l'enjeu, donc, mais ça sera à plus long terme, c'est qu'une fois que cette société sera vraiment constituée et qu'elle aura une conscience politique, est-ce que le pouvoir saura s'adapter? Parce qu'évidemment, on ne peut pas faire comme si on était aux Émirats ou au Qatar, où il n'y a que 15% de nationaux, donc ils sont obligés de faire bloc contre les étrangers. Non, au contraire, en Arabie Saoudite, c'est un vrai pays avec une superficie 4 fois supérieure à celle de la France, des traditions très diverses d'une région à l'autre, des gens qui ne se connaissent pas forcément. Donc, c'est encore quelque chose d'inconnu. Donc, on passe maintenant aux anglo-saxons. Anne, Juste avant de passer aux anglo-saxons, je voulais ajouter quelque chose sur ce qu'a entrepris MBS pour consolider son pouvoir en interne. En fait, sur le plan régional, il a exactement fait ça aussi. On peut considérer que cette volonté d'asseoir sa légitimité en interne dans le royaume a vraiment présidé à un certain nombre de choses qu'il a engagées sur les théâtres régionaux. La guerre au Yémen, c'est typiquement ça. Bien sûr, l'Arabie saoudite ne pouvait pas ne pas réagir parce que elle partage avec le Yémen une frontière au sud extrêmement, extrêmement longue et extrêmement délicate. Donc, elle ne pouvait pas laisser s'installer. En fait, sa plus grande crainte, c'est que les Houthis deviennent une sorte de Hezbollah à sa frontière sud. Donc, voilà. Mais bien sûr qu'en interne, ça avait son importance, cet engagement au Yémen. On peut aussi penser à ce qui s'est passé au Liban en 2017 avec Saad Hariri, bon, un épisode un petit peu fâcheux. Pareil pour le blocus du Qatar, etc. etc. Ça, c'était pour compléter ce qui était dit avant. Après, concernant les Britanniques, moi, je pense que ce qui est vraiment beaucoup plus structurant que la relation avec les Britanniques, c'est la relation avec les États-Unis. Et ça a été, dans les années 30, évidemment, et même avant, les Britanniques avaient vraiment la main sur un peu toute la région. Ils ont commencé, eux, à faire les explorations pétrolières et gazières dans la région. Ils avaient l'Irak, l'Iran, etc. Et les Américains étaient un petit peu à la traîne. C'est à partir de 1933 et surtout 1938 quand on découvre qu'il y a effectivement un très, très gros gisement dans le sol saoudien que là, en quelque sorte, ils gagnent le jackpot. L'Aramco est créé dans la foulée. Et depuis, il y a vraiment cette relation stratégique extrêmement structurante qui s'est faite. Alors, on a tendance à la résumer en parlant du pacte du Quincy. En fait, c'est un petit peu romancé, tout ça. Le pacte du Quincy, c'est pas sécurité contre pétrole. Et puis voilà, sur le Quincy, en fait, il s'est plutôt agi de Liban et de Palestine. Mais un petit peu plus tard, en 1951, il y a des accords stratégiques qui ont été signés, une base américaine créée sur le sol saoudien, etc., etc. Donc la relation prégnante avec les anglo-saxons, c'est plutôt avec les Américains. Et on le voit encore de nos jours. Fatiha en a parlé. Quand on est un jeune Saoudien qui a les moyens, on va étudier aux États-Unis et on va également étudier chez les Britanniques qui ont évidemment un rôle historique dans la région. Mais je dirais que l'acteur anglo-saxon principal, c'est les États-Unis. L'avalanche de questions que j'ai sur Internet se résume en gros à une seule, c'est est-ce qu'on peut avoir confiance? Est-ce que le scepticisme n'est pas de bonne loi? Oui, bien sûr, on ne sait pas. Hein, on sait pas, mais enfin, si on reste comme ça sceptique et qu'on ne joue pas le jeu, bah, bien sûr, il n'y a rien qui marchera. Donc, notre rôle à nous, c'est plutôt d'accompagner le changement plutôt que de dire que tout ça, c'est de l'esbrouf. Il y a une chose qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que les Saoudiens nous connaissent infiniment mieux que nous, on les connaît. Hein. Ils connaissent le monde, ils sont très connectés. Et pour rebondir un peu sur votre question, madame, vous savez, le prince héritier n'est jamais sorti de son pays. Il a un diplôme de roi, je crois, de la King Saoud, et ça ne l'empêche pas d'être au fait d'eux, etc. Et il y a quand même eu les centaines de milliers de boursiers
qui avait été envoyé aux États-Unis, etc., par le roi Abdallah. Donc, ça ne date pas d'hier. Donc, oui, vous avez raison, il y a toute une éducation à l'anglo-saxonne. On a pas mal aussi de boursiers ici en France, des gens qui... Moi, j'ai eu des étudiants qui ont soutenu leur thèse à Sciences Po, Grenoble, Paris, du droit, de la médecine, etc. Mais il n'empêche qu'ils sont éminemment saoudiens. Voilà, ils sont acquis à l'enseignement moderne, mais c'est vrai que, et ça on n'a peut-être pas assez insisté, le credo ultranationaliste qui se greffe à la doxa wahhabite, elle prend énormément, notamment auprès de ces jeunes. Donc évidemment, comme je le disais, greffé à la méthode populiste, il y a cette fierté aujourd'hui d'être saoudien. Moi, quand un Saoudien me disait « oui, je suis fier de mon drapeau », c'est la première fois que j'entends ça. Je veux dire, c'est vrai, c'était toujours un discours très islamisé, etc. Là, on a vraiment des référents très, très nationaux, d'où ce pari d'essayer de créer une nation saoudienne autour de ces concepts de patriotisme, etc., et qui donne aussi une certaine dimension à cette politique interventionniste régionale qui a été très, très cafouilleuse jusqu'à présent et qui, moi, je trouve, depuis le sommet d'El Houla en janvier 2021, c'est-à-dire le sommet de la réconciliation avec le Qatar, et qui a été pris à l'initiative de l'Arabie saoudite, et vraiment contre vraiment l'avis des Émirats arabes unis, qui vraiment traînaient des pieds jusqu'au bout. Ils n'ont pas pu désavouer leur allié saoudien, parce que ça ne pouvait pas se faire, mais ça a été compliqué. Et depuis ce temps-là, je dirais que l'affaire d'Al-Abqaq, les attaques d'Al-Abqaq qui ont été revendiquées par les Houthis, mais bon, tout le monde sait que c'est la marque de l'Iran, ça a véritablement traumatisé les Saoudiens, d'autant que quand Trump leur a dit « écoutez, on vous vend suffisamment d'armes comme ça pour que vous vous défendiez tout seul ». Et ça a été une vraie, bon, en même temps, ça a du bon sens de la part de Trump, mais ça a été une vraie claque. Et je pense que, contrairement à l'idée répandue, le fait que l'Iran ait aujourd'hui un leadership très dur, moi, j'ai toujours entendu les Saoudiens dire on en a marre de ce double visage de l'Iran, avec la smiley diplomatie que représentaient Zarif et le président Rouhani, qui étaient des présidents dits modérés, et que l'Occident, c'était un petit peu la face sympathique du régime iranien. Il dit au moins aujourd'hui, on a le vrai visage de l'Iran. Le patron, c'est le guide, et ce président, il est directement sous la coupe du guide. Donc, on sait à qui on a affaire, et c'est à mon avis ça aussi qui pousse les Saoudiens à parler aux Iraniens aujourd'hui. Bon, je vais m'arrêter. Oui, parce qu'on est coupé dans 3 minutes. Je suis désolé, il paraît que c'est 20h pile. Donc, je voulais simplement dire que l'Arabie saoudite peut être un partenaire. On n'en a pas énormément. Nous, la France, pour le moment, on est aussi en recherche d'alliés potentiels, et pourquoi pas l'Arabie saoudite. Donc, je demanderai simplement à Anne d'être brève pour conclure avant de rendre l'antenne, comme on dit. Et le pari saoudien, en fait, on l'a déjà fait, et on le fait depuis pas mal de temps. Alors, la relation franco-saoudienne connaît des hauts et des bas, un petit peu comme toutes les relations entre la France et les pays du Golfe. Alors, évidemment, il y a une relation extrêmement forte entre la France et les Émirats arabes unis pour tout un tas de raisons commerciales, militaires, mais aussi une très, très forte proximité on va dire idéologique, notamment sur les histoires d'islam politique. Mais voilà, il ne tient qu'à nous d'aller explorer, d'aller envoyer des délégations commerciales, économiques sur les projets, les méga-projets de Cité du Futur, d'Al Houla, les projets énergétiques, etc. Merci à tous. Fatiha, tu veux, non? Bon, alors, écoutez, désolé pour ceux qui n'ont pas pu parler. On peut recommencer ça si vous voulez une autre fois. Mais là, maintenant, c'est fini. Je pense que le mieux, si vous voulez donc
voir donc bien sûr le livre sur l'ensemble de l'Arabie Saoudite, mais aussi je me signale que j'ai un autre livre qui paraît simultanément qui retrace cette fois-ci l'iconographie française sur le Hijaz, c'est-à-dire la région de l'ouest de l'Arabie Saoudite du XVIIe siècle à 1940. Vous verrez donc qu'il y a à peu près 970 reproductions d'artistes français et qui prouvent bien que la France et l'Arabie Saoudite ont une histoire commune. Et il y a l'Arabie Saoudite. Bonne soirée.